La scène qui marqua en définitive le début des hostilités était loin de laisser prévoir un drame. Albert Moritin, qui était au fond de l'eau, les mains derrière le dos, saisit entre les lèvres un petit couvercle de théière, remonta à la surface d'un coup de rein, s'ébroua, regarda vers la passerelle supérieure et s'écria « Tiens, voilà la Queen qui a ses nerfs !» Cela se passait à bord du Gordon, un petit navire anglais, moitié cargo, moitié bateau de passagers, qui fait la traversée du Pacifique dans sa plus grande largeur, c'est-à-dire entre San Francisco et l'Australie, en passant par Tahiti, par les Gilbert et la Nouvelle-Zélande. Il y avait 3 jours que le Gordon avait quitté Tahiti, et il lui faudrait 8 jours encore pour atteindre Sydney. L'océan était lisse comme de la soie, avec les mêmes reflets satinés dont on finissait par être écœuré. Quant à la température qui, du matin au soir et du soir au matin, restait aux environs de 35 degrés, elle n'était guère favorable qu'à de molles siestes à l'ombre des tentes du pont supérieur. Ou alors à la baignade dans la piscine que le commandant avait fait aménager sur le gaillard d'avant à l'aide de madriers et de bâches. La Queen n'était pas une reine, bien entendu, mais le surnom irrespectueux qu'Albert Moritin, qui ne respectait rien, avait donné à Lady Bramson, légitime épouse de Lord Bramson, ambassadeur de Sa Majesté dans une petite république de l'Amérique du Sud. Si la Queen avait ses nerfs, c'est qu'elle s'était disputée avec son lévrier. Et il n'y avait pas non plus de véritable lévrier à bord, ni d'ailleurs le moindre chien. Tout cela faisait partie d'un vocabulaire secret, qui ne servait qu'à Albert et à Mademoiselle Doche, et ils en tiraient d'interminables plaisanteries qui rendaient la traversée supportable. Pour le moment, ils étaient tous deux, les seuls Français du bord, à se baigner dans la piscine pleine d'eau limpide, et ils pouvaient voir Lady Bramson, qui avait quitté sa cabine en donnant tous les signes de l'agitation la plus vive, pénétrer sans se donner la peine de frapper chez le paisible commandant du Gordon. Qu'est-ce que son lévrier a pu lui faire encore? Le lévrier en question n'était autre que le capitaine Will, un jeune et bel officier de l'armée des Indes en congé qui s'était fait l'inséparable compagnon de Lady Bramson. Celle-ci devait friser la 50aine. Le capitaine Will n'avait pas 30 ans et affichait les dents les plus éblouissantes et les plus beaux yeux de toute l'armée anglaise. On y soit qui mal y pense. Dites donc, Albert, à propos de Lady Bramson, je voulais vous dire... Me dire quoi? Que vous êtes jalouse? Il avait peut-être répliqué avec trop de précipitation, et il s'en apercevait, rougissait. Cependant, la jeune fille poursuivait avec un sourire très doux, très tendre. Je ne prétends pas que vous soyez fou d'elle. Ce serait difficile. Mais je pense que vous êtes un peu impressionné par la grande dame qu'elle est, et par le fait que c'est une familière de la cour d'Angleterre. Avouez, Albert. Si j'étais impressionné, je ne serais pas toute la journée à l'asticoter. Justement, c'est parce que... Leur entretien fut interrompu, car la porte du commandant s'ouvrait, et ce dernier était aussi bouleversé que la Queen. Tous deux, à grands pas, gagnaient le salon. Quelques instants plus tard, le steward s'approchait des Français et murmurait. Le commandant demande que tout le monde veuille bien se rendre au salon des premières. Mesdames et messieurs, un déplorable événement, un événement d'une gravité exceptionnelle, vient de se produire à notre bord. C'était probablement le marin le plus placide, le plus éloigné de l'aventure de tout le Pacifique, et il passait ses journées, dans sa cabine, à faire de l'aquarelle d'après des cartes postales. Pourpre d'émoi, et n'osait pas regarder ses passagers, tandis qu'il achevait. On a volé les bijoux de Lady Bramson. Ce fut vraiment impressionnant. À bord d'un grand paquebot, une agitation fébrile eût succédé à ces paroles et les conversations eussent été bon train. Mais, à bord du Gordon, ils étaient 6 passagers en tout, et chacun resta figé à sa place, de la sueur au front. Chacun eut l'impression que c'était lui que les autres soupçonnaient. Je vais me livrer moi-même à une enquête, et je vous demande de ne pas m'en vouloir si je me vois obligé de prendre certaines mesures qui...
Il resta en panne, chercha en vain une fin de phrase, tandis que s'élevait une voix, celle d'Albert Moritin, qui disait calmement « Je demande qu'avant tout, on veuille bien fouiller nos cabines. Je suppose que c'est ainsi que ça doit se passer, n'est-ce pas? Nous pourrions rester tous au salon pendant que le commandant... » Celui-ci hésitait. C'était la première fois qu'un événement aussi désagréable arrivait à son bord, et il n'y était pas préparé. Ses officiers se tenaient autour de lui, guère plus à leur aise, car la personnalité de Lady Bramson menaçait de donner à l'affaire un retentissement considérable. Le plus calme était le capitaine Will, en pantalon de flanelle, en chemise de soie fine, fumant une cigarette et contemplant ses mains extrêmement soignées. Lady Bramson, elle, regardait chacun tour à tour, sans se donner la peine de cacher ses soupçons qui se portaient aussi bien sur mademoiselle Doche que sur Moritin, sur monsieur Terwell que sur l'énorme madame Cosmos. « Je crois, mesdames et messieurs, qu'il serait sage, en effet, si vous me le permettez, avec mes officiers, je vais... Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de vous soupçonner, mais précisément de vous mettre hors de cause. Pendant ce temps, je vous demande de rester ici. » Ouf! Il pouvait sortir enfin, suivi de ses officiers, sauf un, le plus jeune, qui resta, peut-être sur l'ordre de son chef, et qui prit un air faussement dégagé. Une heure atroce s'écoula alors. Atroce d'abord parce que le salon était l'endroit le plus chaud du bord, en dépit des ventilateurs qui faisaient un bruit agaçant. Atroce ensuite parce que personne n'osait bouger ni parler. « Nous ferons une partie de tric-trac », dit cependant Lady Bramson au capitaine Will. Il faisait tous les jours d'interminables parties. Il faisait tous les jours d'interminables parties, qui, d'habitude, finissaient par des disputes, car la noble lady n'admettait pas de ne pas gagner. Le capitaine n'était pas au jeu, en dépit de son flegme apparent, et les bouts de cigarettes s'amassèrent en nombre exceptionnel dans le cendrier aux armes de la compagnie. Geneviève Doche évitait de regarder Moritin, tant il semblait qu'en pareil moment, un simple regard pût prendre un sens de méfiance. Et lui, de son côté, suivait de loin la partie de tric-trac avec des prunelles plus sombres que d'habitude. Ainsi l'orage éclatait tout à coup sur un voyage sans histoire, ou plutôt sur un voyage qui était une histoire merveilleuse, du moins pour les deux Français. Au départ de Marseille, ils s'étaient rencontrés à bord du Ville d'Alger qui devait les conduire à Tahiti, et, lors de l'escale de la Martinique, où ils avaient visité ensemble les balles Doudou, ils étaient déjà les meilleurs amis du monde, amis comme chien et chat, car ils se chamaillaient sans cesse. « Vous êtes le garçon le plus mal élevé que je connaisse », répétait la jeune fille à son compagnon. « Et vous me faites penser à un dragon. » Dans ces plaisanteries, il y avait un fond de vérité. Albert Moritin, qui avait à peine 24 ans et qui en paraissait 20, était le fils d'un gros filateur du Nord. Et il n'était pas exagéré de dire qu'il faisait le désespoir de sa famille, se moquant des mœurs rigides de la société roubaisienne, du décorum dont s'entouraient les siens et en général de toutes les personnes respectables de la ville. Envoyé à Paris pour étudier le droit, il n'avait rien étudié du tout, sinon l'argot et les 1000 manières de doser les cocktails. De sorte qu'en désespoir de cause, on avait décidé de l'envoyer en Australie, où il allait faire un stage chez un important marchand de laine brute. Geneviève Doche, elle, d'aspect et de caractère, était tout à l'opposé, aussi douce et sage qu'il était remuant, aussi sérieuse pour son âge qu'il était fantasque, car elle n'avait que 25 ans et avait déjà travaillé 4 ans à Sydney comme professeur de français dans la meilleure institution de la ville. « Nous sommes faits pour nous entendre », affirmait Albert, tandis qu'on franchissait le canal de Panama. « M'entendre avec vous? Jamais. Vous verrez que ça finira par un mariage. » À l'arrivée à Tahiti, il comptait déjà 10 semaines d'intimité de toutes les heures à bord d'un bateau, qui est certainement l'endroit idéal pour les amoureux. « Je sais maintenant ce que nous allons faire, » décidait Albert, tandis qu'il visitait les îles. « Une fois en Australie, je télégraphie à mes parents que je vous épouse. » Elle n'avait pas dit non.
Un soir qu'il se promenait au bord du lagon, elle avait même murmuré un mot qui ressemblait à oui, à un moment, il est vrai, où ses lèvres étaient bien près d'autres lèvres. Seulement, dès demain, je commence votre éducation. Je ne veux pas d'un homme qui ne soit capable que de plaisanter du matin au soir. Pour gagner l'Australie, ils avaient pris passage à bord du Gordon, où ils avaient rencontré Lady Bramson et le capitaine Will, ainsi que M. Terwell et la grosse Madame Cosmos, dont ils s'occupaient beaucoup moins. On avait fait quelques bridges, à 4. La Queen, comme l'appelait Albert, apportait à ce jeu le maximum de sérieux, et le jeune Français ne pouvait s'empêcher de lui lancer « Vous ne croyez pas que vous attigez, milady ?»« Qu'est-ce que c'est, attiger ?» Sous la table, Geneviève lui marchait sur le pied. Il continuait de plus belle, et quand, après coup, sa fiancée le grondait, il répliquait « Tu vois bien que ça l'amuse. Elle est tellement habituée à ce que tout le monde s'aplatisse devant elle. » Ce ne fut pas 1 heure, mais presque 1 heure et demie qui s'écoula avant que le commandant revint, tête basse, le col déformé par la sueur. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Mesdames et messieurs, comme on devait s'y attendre, la visite des cabines n'a rien donné. Je veux croire cependant que cette affaire sera éclaircie avant notre arrivée à Sydney, où je me verrai forcé d'alerter les autorités et la police. »« On nous empêcherait de débarquer ?» questionna la grasse Madame Cosmos, qui avait des yeux ronds et proéminents de chien pékinois. « Je ne dis pas ça. Cependant, pour éviter les complications, il serait désirable que, si quelqu'un à bord s'aperçoit de quelque chose... En somme, vous nous demandez de nous épier les uns les autres, trancha Moritin qui ne plaisantait pas, et d'aller vous mettre au courant de nos soupçons. C'est à peu près ça, mais aussi, si la personne, si le voleur, je veux dire... Vous voulez dire, fit encore le jeune homme, que si celui qui a chipé les bijoux de Milady avait des remords, ou s'il était pris de peur, il pourrait discrètement... C'est ça, discrètement. Dans ce cas, Lady Bramson ne porterait pas plainte, et... Sans attendre qu'on lui en donnât la permission, Moritin se leva et sortit, furieux, alla s'accouder dehors à la rambarde, où il resta immobile à fixer la mer. Il y avait peut-être 1/4 d'heure qu'il était dans cette position, quand il entendit près de lui une voix douce. « Albert !» Il tourna vers la jeune fille des yeux qui étaient loin d'avoir leur limpidité et leur insouciance habituelle. « Vous croyez que c'est moi ?» s'emporta-t-il. « Albert, qu'est-ce que vous avez? Je ne vous reconnais pas. »« Parbleu, vous croyez que c'est drôle, vous ? D'abord, il devrait être interdit aux vieilles folles de son espèce de se promener à travers le monde avec des centaines de milliers de francs de bijoux, sans compter qu'elle ne les portait même pas sur elle, ces bijoux. » C'était vrai. Il avait déjà plaisanté l'Anglaise à ce sujet. Elle aimait les pierres précieuses pour elle-même, et elle les enfermait dans une sorte d'aumônière en or qu'elle avait toute la journée accrochée à son poignet gauche. Même quand, là-haut, sur le pont supérieur, elle prenait son bain de soleil, demi-nue, l'aumônière ne la quittait pas, et on pouvait se demander si elle dormait avec. « Vous ne devez pas vous énerver ainsi, Albert. Personne ne vous soupçonne. » Il la regarda fixement. « Qu'est-ce que ça signifie, ça ? » « Ne vous fâchez pas. On dirait à vous voir que vous vous considérez comme particulièrement visé par le discours du commandant. Votre intervention a paru bizarre à tout le monde. En somme, il y a d'autres personnes à bord, sans compter les officiers, les stewards, les matelots. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-dedans, après que je suis sorti ? Rien. Le commandant s'est excusé à nouveau. Parbleu, c'est assez fort de café de déclarer à 6 personnes « Mesdames, messieurs, je suis au regret de vous annoncer que parmi vous il y a un voleur. » Je ne vous comprends pas, Albert. Encore une fois, à vous entendre, on pourrait croire qu'il n'y a que vous de visé. Alors que quoi ? Madame Cosmos, par exemple. Qu'est-ce que c'est, cette femme ? Elle ne parle à personne. Elle fait de la tapisserie toute la journée et s'inonde de parfums qui incommodent tout le bateau. D'après son passeport, c'est la femme d'un important marchand de tabac d'Athènes. Mais rien ne prouve. On aurait dit qu'il n'écoutait pas. Elle peut aussi bien être une aventurière, et les journaux nous répètent sans cesse qu'il n'est pas difficile de se procurer de faux passeports. Il tressaillit, lança. « Voulez-vous que je vous remette le mien, pour vous assurer qu'il est authentique ? » « Vous êtes fou !
Je vous connais assez pour affirmer en toute conscience que je n'ai pas volé ces bijoux. À ce moment, il fut persuadé qu'elle apportait une légère hésitation à répondre. Ce fut très bref. Puis elle le regarda dans les yeux. « Je ne vous soupçonne pas, Albert. Mais vous éprouvez le besoin de déclarer ça d'une voix solennelle, comme si vous me faisiez un grand honneur en ne me prenant pas pour un voleur. Si vous continuez, je ne vous parlerai plus. Tiens. Je suis venu gentiment pour bavarder avec vous et faire le tour des hypothèses. Qu'est-ce que vous savez sur M. Teruel, qui est aussi solitaire que Madame Cosmos? Rien, gronda-t-il en se penchant à nouveau sur la rambarde. On m'a dit qu'il avait possédé des cocoteraies à Tahiti et qu'il avait fait de mauvaises affaires. À 50 ans, il va en Australie pour essayer de refaire sa fortune. Qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien, soit, mais ce n'est pas une raison pour me rabrouer de la sorte. Depuis quelques instants, elle avait les larmes aux yeux, et elle regardait Moritin à la dérobée, comme si elle eût craint quelque lamentable découverte. « Écoutez, Albert, regardez-moi un instant. Ne vous emballez pas. » Elle hésitait, tant elle le sentait à cran. Elle prononça néanmoins avec un pudique embarras. « Voilà un peu plus de 6 semaines que nous nous connaissons, et 5 jours seulement que nous sommes fiancés. Vous me redemandez votre parole? Vous êtes méchant. Je vous demande seulement ceci. Nous allons chacun nous faire un serment, sur notre amour qui est encore si jeune. » Elle dut se mordre la lèvre pour ne pas pleurer, tant la minute, pour elle, était pathétique. Je commence. Je jure, Albert, sur le bonheur que j'escompte, sur notre union que je désire de toutes mes forces, que je n'ai pas volé les bijoux de Lady Bramson. À vous. Je dois jurer aussi, ricana-t-il. Vous ferez ce que vous voudrez. Du moment que vous y tenez, du moment que vous avez besoin de ce serment, eh bien, c'est fait. Je jure. Sur notre amour? Entendu. Et nous jurons que, si même les bijoux ne sont pas retrouvés, aucun de nous ne soupçonnera l'autre, toutes les apparences fussent-elles contre lui. Je jure, je jure, je jure. Vous entendez? Il avait lancé cela d'un ton tel qu'elle dut courir à sa cabine, où elle put enfin éclater en sanglots. Le gong du déjeuner avait retenti depuis longtemps, quand elle pénétra dans la salle à manger. Lady Bramson et le capitaine Will étaient à leur table, la meilleure, et de leur attitude on pouvait déduire qu'ils s'étaient disputés une fois de plus. Dans un coin, Madame Cosmos était seule, à lire un des livres de la bibliothèque tout en mangeant, et 2 tables plus loin, M. Teruel était installé devant toute une rangée de médicaments. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me chercher, Albert ?» dit mademoiselle Doche en s'asseyant à la table de celui-ci et en regardant machinalement le menu. « Je vous demande pardon. »« De quoi ?»« De ma nervosité de tout à l'heure. Vous ne pouvez pas comprendre. »« Vous croyez ? Les gens ne me connaissent pas. Parce que je plaisante sans cesse, on croit que je suis superficiel et que je ne pense qu'à m'amuser. »« C'est faux, puisque vous avez pensé à m'épouser, » riposta-t-elle avec son meilleur sourire. « Je suis très différent de ce qu'on imagine. Je sais, Albert, et c'est parce que j'ai compris que je vous ai aimé. Ce n'est pas la mesure aux sempiternelles pirouettes qui m'a séduite. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? J'ai pleuré. Vous m'aviez fait de la peine. Après avoir pleuré, j'ai réfléchi, et j'ai fini par prendre une décision. De ne plus m'épouser? Voilà déjà que vous redevenez méchant. Est-ce possible qu'un événement qui ne nous regarde pas vous ait changé du tout au tout? Voici ma décision. Albert, dès maintenant, je vais commencer mon enquête. Votre enquête? Ne vous moquez pas, il nous reste près de 10 jours à passer à bord de ce bateau. Ces journées qui devaient être merveilleuses seront empoisonnées par ces affreux bijoux. Et elle ne put s'empêcher de lancer à Lady Bramson, assise à l'autre bout de la salle, un regard lourd de rancune féminine. Il n'y a rien de plus insidieux que le soupçon. Je crois que rien n'y résiste, pas même l'amour. C'est pourquoi je veux découvrir le voleur. Je veux que le plus tôt possible, les quelques malheureux que nous sommes, isolés en plein Pacifique, n'en soient plus réduits à s'épier les uns les autres et à surveiller leurs moindres attitudes. Il haussa les épaules et continua à manger. Vous croyez que je ne réussirai pas? Je ne crois rien. J'en ai assez de cette histoire et de ces grandes dames qui se promènent sur les océans avec un gigolo et des bijoux.
Quant au capitaine Will... Elle regarda attentivement son compagnon, sentit dans sa voix la même rancune qu'elle nourrissait à l'égard de Lady Bramson. « Vous ne l'avez jamais aimé, remarqua-t-elle. Les hommes sont toujours jaloux des gigolos. »« Merci. Je ne prétends pas qu'il soit innocent, mais je veux être honnête, ne pas soupçonner l'un plutôt que l'autre. Tout à l'heure, j'aurai un entretien avec Lady Bramson. »« Vous ?» s'écria-t-il. « Pourquoi pas? Si je prétends faire une enquête, il faut que je sois au courant de certains détails. Elle seule peut me les donner, me dire où elle met ses bijoux pour la nuit, quand et comment elle s'est aperçue du vol, qui a pu pénétrer dans sa cabine. Je sais que vous vous moquez de moi, que vous considérez que le commandant est plus qualifié qu'une jeune fille pour ces sortes de recherches. »« Vous allez vous rendre ridicule, » soupira-t-il avec mauvaise humeur. En qualité de Français, on nous regardait déjà avec curiosité, pour ne pas dire avec un rien de pitié, parce que nous jouons mal au bridge, que nous ne buvons pas de thé et que nous mangeons autrement que les autres. Si vous vous mettez à jouer les détectives... » Il avait le regard lourd, préoccupé. Après un silence, il murmura: « Je me demande même si ce n'est pas le meilleur moyen de nous faire soupçonner. Nous sommes les seuls à avoir été en rapport avec Lady Bramson, à part son gigolo. Elle n'a jamais adressé la parole à Madame Cosmos, à qui elle n'accorde que des regards méprisants, ni à Terwell, qu'elle n'a peut-être jamais remarqué. Nous, au contraire. Eh bien, Albert, c'est une raison de plus pour découvrir la vérité. Ne faites pas cette tête-là, je vous en supplie. Je vous tiendrai au courant de mes moindres découvertes. Vous verrez que tout s'arrangera. » Elle fit ce qu'elle avait dit. Après le déjeuner, tout le monde prenait le café dans le bar installé sur le pont supérieur. Ce jour-là, on se regarda en chien de faïence. Madame Cosmos, la première, gagna sa cabine pour une sieste qu'on imaginait ressemblant à un bain de sueur. Le capitaine Will, nerveux, n'adressa pas la parole à sa compagne, s'inclina après avoir bu son café et disparut à son tour. Dans un coin, Albert s'était mis à jouer tout seul au billard russe, comme un homme qui s'ennuie. Lady Bramson acheva sa cigarette, se leva enfin, suivie à quelques pas par mademoiselle Doche. Quand la Queen voulut refermer la porte de sa cabine, la jeune fille était devant elle. « Voulez-vous m'accorder un moment d'entretien ?» articulait Geneviève, qui voulait paraître plus brave qu'elle ne l'était. Elle sortit un quart d'heure plus tard. Comme par hasard, Albert, le front soucieux, rôdait dans la coursive. « Eh bien » lança-t-il de loin en essayant d'avoir une attitude dégagée. Mais Geneviève, très pâle, les traits tirés, passa devant lui sans lui adresser la parole et s'enferma dans sa cabine. Le premier mot devait décider du ton de l'entretien. Lady Bramson, debout près de la porte entr'ouverte, avait laissé tomber, en effet, « Vous me rapportez les bijoux ?»« J'ignore où sont vos bijoux » avait-elle répliqué en levant un ferme regard vers son interlocutrice. Dans la cabine régnait un désordre somptueux, en ce sens que si maints objets étaient épars,
Tous étaient des objets de prix, depuis l'étui à cigarette en platine jusqu'à la trousse de toilette aux armes des Bramson. Dans ce cas, je suppose que vous avez des renseignements. Ce qui augmenta l'étrangeté de cette entrevue fut que la Queen, qui parlait couramment le français, employa tout le temps cette langue, tandis que Geneviève Doche lui répondait dans l'anglais le plus pur. Entre les deux femmes, la distance était plus grande que jamais. Peut-être parce que Lady Bramson, dans son cadre, se montrait beaucoup plus grande dame que quand, au fumoir ou au salon, elle consentait à jouer au bridge avec des inconnus. Elle le faisait sentir. Elle était chez elle. Elle restait debout au milieu de la cabine, la seule cabine de luxe du Gordon, et son regard fixé sur la jeune fille semblait dire « Si vous ne me rapportez pas mes bijoux, si vous n'avez pas de renseignements à me communiquer, de quel droit me dérangez-vous » Mais mademoiselle Doche avait décidé d'être brave. Elle avait fait provision d'énergie, et toute sa volonté était tendue vers un seul but, ne pas se laisser impressionner. La lèvre un peu frémissante, elle répliquait « Je n'ai ni les bijoux, ni un indice quelconque à leur sujet, et j'ajoute que je ne les ai jamais vus. Est-ce que certains passagers de ce bateau ont été admis à l'honneur de les contempler? Il me semble que vous me questionnez. Je vous en demande pardon, mais en accusant un de nous d'avoir volé, vous nous avez tous rendus suspects. Il est légitime que nous nous défendions. Contre quoi? Contre moi? Contre celui qui a volé ou qui sait? Nous sommes 6 passagers, milady, y compris vous, y compris votre ami le capitaine Will, et il n'y a pas de raison pour que tous les 6 nous ne partagions pas la même suspicion. Je vous en prie. Je vous ai demandé tout à l'heure qui avait vu les bijoux, et vous n'avez pas voulu me répondre. Accepterez-vous de me dire où et quand ils ont été volés? Dans cette cabine, riposta la grande dame d'un ton glacé. Dans cette cabine et cette nuit. Dans ce cas, il n'est peut-être pas si difficile de savoir. Mademoiselle Doche, c'est ainsi que vous vous appelez, n'est-ce pas? Votre éducation me paraît avoir été quelque peu négligée, tout comme celle de votre compagnon d'ailleurs. J'ai pu me laisser aller, en terrain neutre, et parce qu'il était difficile de faire autrement, à vous adresser la parole. À bord des bateaux, on est parfois amené à fréquenter des gens qu'on ne verrait jamais ailleurs. Mais vous vous abusez singulièrement en croyant que vous avez le droit, dans ma cabine. Nous avons tous le droit d'essayer de découvrir la vérité, Lady Bramson, puisque nous portons tous le poids des mêmes soupçons. Je ne suis pas venu en ennemi. Je choisis autrement mes amis et mes ennemis, et je considère que cette conversation a assez duré. Voulez-vous me faire le plaisir de sortir? J'aurais désiré pourtant que vous répondiez à quelques questions qui... Mais Lady Bramson tendait le bras vers un bouton de sonnerie. Vous tenez à ce que je vous fasse mettre dehors par le steward? Mademoiselle Doche avait beau se redire, il lui était difficile à ce moment de cacher sa détresse. Comme tous ceux qui ont dû travailler péniblement pour gagner leur vie, elle avait subi maintes humiliations, mais aucune pareille à celle qu'on lui infligeait, à cette sortie, à la voix méprisante de Lady Bramson qui la rappelait pour lui lancer « Veuillez fermer la porte, je vous prie ». C'est à peine si elle avait vu Albert Moritin, tandis qu'elle se précipitait vers sa cabine où elle avait besoin d'être seule pour reprendre son sang-froid. Quelle idée aussi, quand on n'est qu'un petit professeur de français, de vouloir jouer les détectives et de s'attaquer à d'authentiques grandes dames. Est-ce parce que, par 2 fois, à l'occasion de menus vols qui avaient été commis à l'institution où elle travaillait, elle avait découvert le coupable? Elle devait se croire infaillible? Assise au bord de sa couchette, elle réfléchissait, les yeux secs, mais sa respiration oppressée disait assez son désarroi. Pourquoi m'a-t-elle reçu ainsi, alors que, hier encore, elle nous traitait familièrement, Albert et moi? Pourquoi? Lady Bramson l'avait dit cruellement. Ils n'étaient pas du même monde. Ils pouvaient se retrouver en terrain neutre, mais il ne fallait pas s'imaginer pour cela que... Elle sursauta. De petits coups venaient d'être frappés à sa porte, ce qui n'était pas dans la manière de Moritin. Avant de répondre, elle se regarda dans son miroir, se mit un peu de poudre, machinalement, car elle était assez pâle. « Entrez !» Elle se mordait les lèvres pour y faire venir un peu de rose et essayait de sourire. Elle s'étonnait en voyant le visage hésitant de Madame Cosmos, qui semblait s'assurer que la jeune fille était seule dans la pièce. « Je voulais vous confier quelque chose, mais il ne faut pas qu'on sache que je suis venu. »
Asseyez-vous, Madame Cosmos. Madame Cosmos était très émue, elle aussi, et sa vaste poitrine était agitée par une véritable tempête. Ces histoires me retournent tellement, quand je pense que j'ai une maladie de cœur et que toutes les émotions me sont interdites. C'est pour ça que je voyage, parce que mon mari se met facilement en colère, et alors j'en ai pour plusieurs jours à me remettre. Elles ésayaient, s'épongeaient, regardaient curieusement autour d'elles, comme pour s'assurer qu'on n'avait pas donné à la jeune fille une plus jolie cabine que la sienne. Vous permettez que je fasse marcher le ventilateur? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est naturellement à propos de ces bijoux. Une question, Madame Cosmos. Les avez-vous vus? La grosse dame parut stupéfaite. Elle fit des yeux ronds, répondit « Naturellement. Lady Bramson vous a montré ses bijoux. »« Mais oui. Elle a ouvert son aumônière devant vous et a étalé les pierreries sous vos yeux. Ce sont des pierreries brutes, n'est-ce pas? »« Des pierres brutes, oui. Non, je veux dire des pierres taillées, des rubis et des émeraudes, ainsi que des perles. » Qu'est-ce qu'il y avait de grinçant dans cette histoire? La jeune fille ne le démêlait pas encore, mais elle était en proie à un malaise, comme quand on se trouve devant une situation trouble. Madame Cosmos n'était pas très à son aise, elle non plus, et elle semblait regretter le tour que prenait l'entretien. Vous allez me faire oublier ce que je voulais vous dire. Je me demande même si je dois vous le dire. Je suppose que, entre ce jeune homme et vous, ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Entre Albert et moi? C'est si sérieux que nous devons nous marier dès notre arrivée à Sydney. Alors, ma position est encore plus difficile. Je me demande vraiment si j'avais seulement quelqu'un pour me donner un conseil. Mais je suis toujours seul. Mon mari ne s'occupe pas de moi. Il me fait voyager pour être plus libre. Vous vouliez me parler d'Albert? Bien sûr. Je voulais vous mettre en garde. Vous savez que ma cabine est dans la coursive de tribord. La nuit, on entend tous les bruits. Surtout que je souffre d'insomnie. Toujours mon cœur. Pensez que, déjà, quand j'étais petite... Qu'est-ce que vous avez entendu, Madame Cosmos? Eh bien, tant pis. C'est pour votre bien. Je ne veux pas que vous soyez malheureuse plus tard et que vous disiez que c'est par ma faute. Hier au soir, ou plutôt cette nuit, j'ai entendu des voix dans la coursive, et j'ai reconnu celle de Lady Bramson ainsi que la voix d'un homme qui parlait français. Puis les voix se sont tues, et la porte de la cabine s'est refermée. J'ai remarqué qu'ensuite, il n'y avait pas de bruit de pas. Geneviève, très pâle, esquissait un pauvre sourire pour ne pas laisser voir sa douleur. Vous n'avez pas vu la personne? Je veux dire, l'homme qui parlait français, et qui, selon vous, est entré chez Lady Bramson. Je l'ai vu. C'était assez passionnant pour que je désire savoir. Surtout que cette dame me regardait toujours de très haut, comme si elle avait quelque chose à me reprocher. J'ai attendu pour prendre ma potion, car je prends une potion qui me fait dormir. Après 1 heure environ, la porte s'est ouverte et j'ai vu votre ami passer dans la coursive. Je regardais par une étroite fente. J'ai pourtant vu qu'arrivé au coin du couloir, il se heurtait à quelqu'un qui l'attendait, et je suis persuadé que c'était le capitaine Will. Vous comprenez? Le capitaine doit être jaloux, et, voyant votre ami pénétrer chez Lady Bramson... Je vous remercie, soupira la jeune fille d'une voix lasse. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Il vaut mieux que vous le sachiez avant qu'il soit trop tard. Que voulez-vous dire? Avant votre mariage, car maintenant que vous êtes averti... Oui, merci, Madame Cosmos. Celle-ci était prête à commencer un nouveau récit où il serait sans doute question de sa maladie de cœur, de ses insomnies et de son mari, mais Mademoiselle Doche s'était levée, incapable d'en supporter davantage. Il ne faut pas m'en vouloir, Madame Cosmos, mais Albert, précisément, m'attend sur le pont. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien, pourquoi? S'il est allé hier au soir chez Lady Bramson, c'était de ma part, pour lui remettre un livre qu'elle m'avait prêté. Ils ont dû bavarder un moment. Albert est très gai, vous le savez, et Lady Bramson aime entendre ses histoires. Madame Cosmos fut tellement ahurie qu'elle sortit à reculons, se demandant si on se moquait d'elle ou si elle rêvait. Merci encore, Madame Cosmos. Je sais que vous faisiez ça pour mon bien.
Albert !» appela-t-elle très doucement, d'une voix triste. Elle avait frappé à la porte de sa cabine et il n'avait pas répondu. Alors, sans bruit, elle avait tourné le bouton et elle avait aperçu le jeune homme, débraillé, étendu de tout son long sur sa couchette, un bras pendant sur le plancher, les yeux clos, le visage mouillé, la bouche entr'ouverte par une respiration bruyante. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans sa cabine où régnait le désordre sans poésie des hommes. Albert avait bu, c'était évident. Son visage coloré, sa façon de respirer, son haleine le disaient assez. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que cela lui arrivait. Un peu avant d'arriver à Panama, elle lui avait fait une remarque désagréable, parce qu'il racontait à voix haute des histoires déplacées dans le seul but de scandaliser deux vieilles passagères pudibondes. Il était devenu très pâle. Il l'avait quitté brusquement, et 2 heures plus tard, elle l'avait trouvé au bar, les yeux trop brillants, devant un whisky qui devait être le 5e ou le 6e. « Vous m'aviez fait de la peine », avait-il avoué le lendemain. Alors, pour ne plus y penser, j'ai bu. Il avait bu cette fois encore, après qu'il l'avait vue sortir de chez Lady Bramson, et, pour le réveiller, elle fut obligée de lui secouer l'épaule. « Albert, éveillez-vous, il est nécessaire que je vous parle. » Il souleva les paupières, et, en reconnaissant sa fiancée, il eut un rictus amer. « Surtout, Albert, ne recommencez pas à vous exciter. Il faut que nous restions calmes l'un et l'autre. Je ne suis pas venu pour vous faire des reproches, mais vous avez eu tort de ne pas me dire la vérité. »« La vérité ?» répéta-t-il en s'asseyant sur sa couche et en passant la main dans ses cheveux en désordre. « Quelle vérité ?» Il se méfiait, n'osait pourtant pas soutenir le regard de la jeune fille, détournait un peu la tête. « Vous n'allez pas recommencer vos histoires de tout à l'heure, grommela-t-il avec la mauvaise humeur d'un enfant qui se sait en faute. Je ne vous parle pas des bijoux, Albert, mais de Lady Bramson. Comment avez-vous pu faire ça? Il haussa les épaules, mais garda son attitude piteuse, gronda entre ses dents. Oui, pourquoi? Puis, se levant d'une détente, il arpenta l'étroite cabine, à pas saccadés, regardant partout sauf dans la direction de sa compagne. Pourquoi? Voilà, je voudrais bien le savoir, moi aussi. Sans doute parce que je suis un imbécile. Et encore, un imbécile ne fait pas des bêtises de cette taille. Pourquoi? Je n'en sais rien. Parce que... Calmez-vous, Albert. Ne parlez pas si fort. Tout le monde va vous entendre. Vous croyez que tout le monde n'est pas plus ou moins au courant, ou ne le sera pas bientôt? Vous n'êtes pas un homme, Geneviève. Et vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des moments où, sans raison, on fait précisément ce qu'on sait qu'on ne devrait pas faire. Ça m'est arrivé toute ma vie. Je vous ai déjà raconté mes folies de jadis. Hier au soir, je ne pensais à rien du tout. Ou plutôt, si vous tenez à le savoir, j'étais monté sur le pont pour penser à vous. Tenez, je me trouvais juste au-dessus de votre hublot et j'essayais de vous imaginer dans votre intimité. Cette fois, ce fut la jeune fille qui détourna la tête. Vous voyez à quel point j'étais loin de Lady Bramson et de son gigolo. Lorsque j'ai longé la coursive pour rentrer chez moi, une porte était ouverte, celle de la cabine de la Queen. J'ai jeté machinalement un coup d'œil à l'intérieur. La Queen, en peignoir, était à demi couchée sur son lit, et me disait de la voix lointaine qu'elle sait si bien prendre, « Vous n'avez pas de cigarette, monsieur Moritin? Tout à l'heure j'ai oublié d'en demander au bar, et j'ai beau sonner le steward, il ne vient personne. » Albert s'arrêta un instant de marcher, regarda la jeune fille avec des yeux qui semblaient vouloir la défier. « Voilà toute l'aventure. C'est malin, n'est-ce pas? Un instant auparavant, je ne pensais qu'à vous. Je suis entré, on m'a offert un whisky, et j'ai pensé à la tête que ferait le Captain Will s'il me trouvait à minuit en tête-à-tête avec sa maîtresse. Cette idée-là m'a amusé. Vous n'ignorez pas que je déteste tous les Captain Will de la Terre. La Queen voulait que je lui raconte des histoires. Elle riait, en fermant à moitié les yeux. Elle était renversée en arrière, et je voyais que sous son peignoir il n'y avait rien. Ce n'est pas pour vous le reprocher, Geneviève, mais depuis que nous avons quitté Marseille, je ne me suis pas une seule fois occupé d'une autre femme que vous, même à Tahiti où tout le monde se précipite en quête d'amour. Elle riait toujours. Je perdais le fil de mon histoire. Je ne pourrais pas dire comment ça s'est fait, ni qui a esquissé le premier geste, d'elle ou de moi. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'après, elle est redevenue la Queen plus hautaine que nature, et qu'elle m'a regardé comme si je venais d'abuser d'elle par la force. Vous vous êtes conduit comme un goujat, monsieur Moritin.
a-t-elle déclaré en allant ouvrir la porte pour me montrer ce qu'il me restait à faire. Et tenez, je me souviens maintenant que je lui ai répondu, sans prendre ses attitudes au sérieux, « Bien, princesse, je ne dirai à personne que nous avons cocufié M. Will en même temps que M. l'ambassadeur. » Il essaya de voir le visage de la jeune fille, mais celle-ci s'était tournée vers la cloison, car elle ne pouvait réprimer un sourire. Est-ce que je pouvais me douter qu'il y aurait cette sacrée histoire de bijoux? Je n'ai pas seulement fait attention à son aumônière, comme elle dit. Je suis sorti, pas fier pour un sou. J'avais besoin de prendre l'air pour dissiper son parfum qui me collait aux vêtements. Et au bout de la coursive, vous avez rencontré le capitaine Will. Comment le savez-vous? C'est elle qui vous l'a dit? Qu'a fait le capitaine? Je m'attendais à recevoir une gifle, ou tout au moins un bond direct au menton. Je crois bien que j'ai instinctivement esquissé un geste pour parer le coup. Mais non, il m'a saisi le bras, doucement, avec insistance pourtant, en murmurant d'une voix paisible, « J'ai envie de causer avec vous, monsieur Moritin. » Mademoiselle Doche était devenue plus attentive. Quant à Albert, il était un peu plus calme, mais non moins piteux. « Ce n'est pas plus joli à raconter que le reste, » soupira-t-il. « Je vous jure que si je pouvais supprimer cette laide page de mes souvenirs... » Le capitaine m'a entraîné sur le pont. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais le vilain rôle et ce n'était pas le moment de lui lancer fièrement « Je suis à votre disposition, capitaine Will. Mes témoins attendront les vôtres. » Elle sourit encore, car, fût-ce dans les situations dramatiques, Moritin apportait une telle vitalité, un tel mépris des règles établies et du respect humain, qu'il arrivait à être drôle. Un instant, je me suis demandé s'il n'allait pas m'amener tout près du bastingage et me faire passer par-dessus bord. Mais non. Il a allumé une cigarette et m'a tendu son étui, puis son briquet, et il devait voir à la lueur de celui-ci une drôle de bobine. Puis il a murmuré « Qu'est-ce qu'elle vous a dit, monsieur Moritin ?» Elle ne m'a rien dit, c'est-à-dire que nous avons bavardé. Je passais dans la coursive et... Je vous en prie, pas de réticence avec moi. Je connais Lady Bramson depuis plus longtemps que vous, et vous n'êtes pas le premier. À nouveau, l'attention de mademoiselle Doche était éveillée. Où voulait-il en venir? Insista-t-elle. C'est justement ce que je ne sais pas, et je me le demande encore. Il avait l'air de me faire des confidences. Il me disait que c'était une des plus charmantes femmes de la terre, mais qu'elle ne pouvait résister à certaines curiosités. On aurait pu croire qu'il voulait me signifier « Mon petit gars, vous venez de vivre un moment dans l'intimité de Lady Bramson, mais il ne faudrait pas vous imaginer que vous êtes son amant pour si peu. Il y en a eu d'autres avant vous, et de toutes sortes, y compris des chauffeurs et des domestiques. » Il a parlé des chauffeurs et des domestiques, l'interrompit mademoiselle Doche. Des chauffeurs, en tout cas. Bref, à ce que j'ai compris, Lady Bramson résiste difficilement à la tentation, et le capitaine Will est un peu là pour arranger ensuite les choses, c'est-à-dire pour que quelqu'un ne profite pas de la situation et pour sauver les apparences. Je commence à comprendre. À comprendre quoi? Rien. Continuez. Cela devient de plus en plus idiot. Celui qui nous aurait rencontrés sur le pont promenade, à 2 heures du matin, nous aurait pris pour les meilleurs amis du monde. Will a la manie de vous tenir le bras tout en marchant. De 5 en 5 minutes, il me rendait son étui à cigarette. Il m'expliquait qu'une grande dame reste toujours une grande dame, en dépit de ses écarts de conduite, du moment que le scandale est évité. Je n'ai jamais été aussi honteux de ma vie. Pauvre Albert, dit-elle avec une ironie mêlée de tendresse. Il n'y a pas de quoi rire. J'avais un peu l'air d'un jeune intrigant qui a voulu compromettre une lady pour en profiter ensuite, au point que Will m'a demandé ce que j'allais faire en Australie, et si je n'avais pas besoin d'argent. Pour un peu, il m'eût déclaré crûment « Combien ?» Pour me taire, quoi. Pour ne pas crier ma bonne fortune sur les toits et compromettre ainsi l'honneur de Lord Bramson. Savez-vous ce que je me demande, Geneviève? Si Lord Bramson n'est pas au courant des folies de sa femme, et si ce n'est pas lui qui a mis le capitaine Will derrière elle pour lui servir de paravent et éviter les accrochages. Comment votre entretien a-t-il fini? J'ai honte de l'avouer. Nous nous sommes serrés la main. Et pour rassurer Will, je lui ai affirmé que, dès notre arrivée à Sydney, je devais vous épouser, de sorte que je comptais autant sur sa discrétion que lui sur la mienne. Vous voyez que ce n'est pas très joli, ni très propre. Je rougis de moi, Geneviève, et je vous demande pardon du fond du cœur. En même temps, il avait un de ces gestes qui lui faisaient tout pardonner, tant on y sentait de sincérité. Il se laissait tomber à genoux, et, comme un enfant,
enfouissait sa tête dans le giron de la jeune fille. « Relevez-vous, Albert. Je ne vous fais pas horreur. Relevez-vous vite, si quelqu'un entrait. Alors, dites-moi que vous ne me détestez pas et que vous ne me soupçonnez pas d'avoir volé ces affreux bijoux. Je ne vous déteste pas. Et vous ne me soupçonnez pas? Je crois que vous m'avez dit toute la vérité, Albert. Mais cette fois, si vous m'aviez menti, si vous m'aviez caché quelque chose, dites-vous bien que tout serait fini entre nous. » Il se redressa avec autant de brusquerie qu'il en avait mis à s'agenouiller. Et, oubliant déjà ses fautes, il prit Geneviève dans ses bras. « Vous êtes bonne. »« Non, je suis juste, et je suis bien forcé de reconnaître que, comme les enfants, vous êtes parfois irresponsable de vos actes. Je vous jure que je n'ai agi que par défi, parce que c'était une lady, parce qu'elle se montrait méprisante avec nous, parce que je détestais ce Will et que je croyais qu'il vous faisait la cour. »« Alors, vous vous êtes vengé d'avance, ironisa-t-elle. Il faut que je m'en aille, Albert. Mon enquête n'est pas finie. »« Comment? Vous continuez? C'est plus nécessaire que jamais. Laissez-moi faire. » Et elle se dirigea vers la cabine du télégraphiste, tout là-haut, derrière la grosse cheminée cernée de rouge. Elle s'arrêta en chemin pour arranger ses cheveux et donner un tour plus coquet à sa toilette, comme une femme qui tient à plaire. Et sans doute Albert aurait-il été jaloux en la voyant pousser la porte de la cabine, un sourire déjà accroché à ses lèvres. « Ne vous dérangez pas, monsieur Herbert, » lança-t-elle au jeune homme blond qui, le casque d'écoute sur la tête, manipulait ses appareils. « J'ai tout le temps. » Il rougit. C'était le type du jeune Anglais sportif et timide qui ne peut supporter le regard d'une femme. « Vous êtes venu me dire bonjour ?» dit-il entre deux messages. « Je suis venu bavarder avec vous, oui. Tout le monde fait la sieste. À 7 heures, le bateau est lugubre. Vous ne faites jamais la sieste ?» Ils échangèrent ainsi des propos décousus et des regards qui ressemblaient aux prémices d'un flirt. « Ainsi, vous êtes en relation, par sans fil, avec tous les postes des côtes. »« Pas avec tous. Maintenant, par exemple, nous sommes trop loin de l'Amérique et nous transmettons par Tahiti qui fait le relais. Vous acceptez les messages des passagers. C'est réglementaire. Le tarif est affiché à la porte. Et les réponses? Est-ce que vous êtes lié par le secret professionnel? Plus ou moins. Il est évident que si des messages pouvaient être considérés comme... Embarrassé, il venait de rougir. Comme quoi? Attentatoire à la loi ou à l'honneur. Il devait penser au vol de bijoux. Peut-être, comprenant enfin que la jeune fille n'était pas venue là pour flirter, avait-il un léger soupçon. Toujours est-il que Geneviève ne se découragea pas. Un quart d'heure durant, elle parla d'autre chose, de l'Australie et des matchs de baseball. « Je me demande si je ne vais pas envoyer un message, » dit-elle soudain. « C'est justement pour Tahiti, mais il faudrait que je sois sûr de votre discrétion. Je vous la garantis. Même si la réponse était compromettante pour quelqu'un, tout au plus pourrais-je être obligé d'en remettre un double au commandant. Sur quoi transcrivez-vous ces réponses? Sur les formules que vous voyez ici. Il y a un papier carbone entre les feuilles, de sorte qu'un double reste dans les archives. Vous ne voulez pas me faire entendre une émission? Je vais vous chercher de la musique. Attendez. Tout à l'heure, il y avait un concert en Nouvelle-Zélande. » Longtemps, Moritin se morfondit, car il avait cherché en vain la jeune fille à travers tout le navire. Quand elle reparut, il lui demanda sans pouvoir cacher sa jalousie. « Où étiez-vous ?»« En plein travail. » Et il eut l'impression qu'elle cachait quelque chose dans son corsage.
Le télégraphiste avait été assez contrarié en câblant à Tahiti le télégramme suivant, mais il n'avait pas cru devoir le refuser à la jeune fille, d'autant plus qu'elle n'avait cessé de lui adresser les sourires les plus désarmants. Castin, secrétaire du gouverneur Tahiti. Stop. Vous supplie enquêter extrême urgence sur emploi du temps Lady Bramson à Tahiti et câbler aussitôt à bord navire Gordon. Stop. Reconnaissance. Stop. Geneviève Doche. Ce Castin était un des passagers du Ville d'Alger, le bateau que mademoiselle Doche avait pris de Marseille à Tahiti, où il rejoignait son poste. Et pendant quelques jours, il y avait même eu lutte entre lui et Moritin, car Castin n'était pas tout à fait insensible au charme de la jeune fille. L'après-midi fut morne. On eût dit que chacun s'obstinait à rester dans sa cabine, si bien que les ponts étaient encore plus déserts que d'habitude sous le soleil couchant. Moritin seul, pour se calmer, resta une grande heure dans la piscine, où mademoiselle Doche vint lui annoncer qu'il était temps de se mettre en smoking pour le dîner. À ce dîner, Lady Bramson arriva très en retard, en robe du soir, selon la tradition, et elle gagna sa place sans saluer personne. Pas même le capitaine Will qui l'attendait et lui faisait sa révérence impeccable d'officier. On n'en était qu'au poisson qu'un steward s'approchait de mademoiselle Doche et lui remettait une enveloppe bleu pâle qu'elle ouvrit aussitôt avec une visible impatience. « Lisez, Albert », dit-elle en tendant un télégramme à son compagnon. Difficile, détaillé, aller et venue, personne en question. Stop. Fréquentes sorties nocturnes et fêtes bruyantes au Lafayette et au Moïna. Stop. Enquête se poursuit néanmoins. Stop. Tendre souvenir. Stop. Castin. Qu'est-ce que ça signifie? Questionna Albert Moritin en fronçant les sourcils. Et pourquoi cet homme se permet-il de vous envoyer ces tendres souvenirs? Tout à l'heure, j'ai été encore plus tendre avec l'officier télégraphiste du bord. C'est le métier qui veut ça. Quel métier? Celui de détective. Tenez, je vais encore être obligé de vous poser des questions désagréables. Êtes-vous allé au Lafayette? Une fois, avoua-t-il avec embarras. C'est le soir où vous avez refusé de sortir. Je ne voulais pas quitter Tahiti sans... Comment les choses s'y passent-elles? C'est, en dehors de la ville, une sorte de guinguette. Il y a des filles du pays en costume indigène, c'est-à-dire sans beaucoup de costume. C'est exact. On danse au son des guitares, on boit beaucoup, chacun est couronné de fleurs de tiare. Parfois, on voit des couples s'éloigner vers la plage. J'ai compris. Encore une question. Y a-t-il des hommes? Je veux dire des indigènes. Il y en a. Mais où voulez-vous en venir? Ne me parlez pas trop en jeune fille. Des femmes blanches traitent-elles les hommes du pays comme les blancs traitent les tahitiennes? Oui, les musiciens sont presque tous chauffeurs de taxi et gigolos. Il arrive que... Merci. C'est tout? C'est tout, dit-elle en se levant sans attendre la fin du repas et en se dirigeant à pas pressés vers sa cabine. Une heure plus tard, comme d'habitude, tout le monde était au salon en attendant le moment de se coucher. Lady Bramson et le capitaine Will jouaient au tric-trac, tandis que madame Cosmos avait apporté son travail de tapisserie. Dans un coin, M. Terwell, le plus effacé de tous, lisait un vieux magazine, le même depuis le début du voyage. Il est vrai que c'était un magazine américain de 80 pages. Soudain, un steward entra, s'approcha de mademoiselle Doche, qui semblait l'attendre, et lui remit un nouveau pli. Au même moment, Lady Bramson se tourna vers la jeune fille avec curiosité. « Encore des nouvelles de votre ami Castin ?» grogna Albert. « Je vous demande de m'attendre un instant, » dit-elle en se levant, sans lui montrer le message, et en s'approchant de la table de la Queen. Et, s'adressant à celle-ci d'une voix mate, « Je désirerais, milady, que vous m'accordiez un moment d'entretien. » Lady Bramson la regarda en hésitant visiblement, et ce qui la faisait réfléchir, c'était sans doute le télégramme que mademoiselle Doche tenait à la main. « Parlez. Il vaudrait peut-être mieux que notre entretien fût tout à fait privé. Je parle pour vous. Je viens de recevoir un message de Tahiti. » L'autre tressaillit, se leva. « Vous m'excusez, Will. Venez, mademoiselle. Nous descendrons dans ma cabine. » Pourquoi, en passant, Geneviève lança-t-elle un clin d'œil à Albert? Et pourquoi, à mesure qu'on approchait de la cabine, devenait-elle plus pâle,
comme si à la dernière minute son courage l'abandonnait. « Je vous écoute, mademoiselle Doche. » La porte de la cabine était fermée. Les deux femmes étaient à nouveau en tête-à-tête, mais la grande dame anglaise, en dépit de sa raideur, n'avait plus son assurance de l'après-midi. « Je ne vois pas du tout en quoi votre télégramme peut me concerner, mais puisque vous avez insisté... » « Lisez. » Et, d'une main qui tremblait, mademoiselle Doche tendit une formule, pendant que son regard évitait celui de son interlocutrice. Geneviève Doche, à bord vapeur Gordon, stop, émeraude, perles et rubis, découverts dans chambre chauffeur indigène, stop. Celui-ci nie, mais interrogatoire se poursuit, stop. Vous tiendrez au courant, stop, Castin. Il se passa au moins 2 minutes sans que le regard de Lady Bramson se levât du papier bleuâtre, et ces 2 minutes parurent une éternité. Enfin, on vit son visage qui était pâle, ses traits tirés. « C'est ce message que vous venez de recevoir » articula-t-elle enfin comme pour gagner du temps. Mais, tout en parlant, elle tendait le bras vers la sonnerie. « Que faites-vous » questionna la jeune fille qui cachait mal son étonnement. « Vous allez voir. » Un steward se présentait presque aussitôt. Elle lui ordonnait « Allez me chercher l'officier télégraphiste. » Puis, à mademoiselle Doche, « Il y a une chose que vous ignoriez, mademoiselle, c'est que je reçois presque chaque jour des câbles de mon mari, si bien que je connais à merveille l'écriture de l'officier qui transcrit ces messages. Ceci est un faux. Il vous a été facile de vous emparer d'une formule et d'y écrire ce que vous avez voulu, dans un but que je n'arrive pas à déterminer. » Geneviève avait la gorge tellement sèche qu'il lui fut impossible d'émettre un son. Le télégraphiste va nous dire lui-même si j'ai raison, et dans ce cas, le commandant sera juge de ce qu'il faudra faire. On frappait à la porte. « Entrez !» Mais ce n'était pas le télégraphiste. C'était le steward qui annonçait « L'officier télégraphiste est dans le bureau du commandant. »« Vous ne l'avez pas averti ?»« Il ne faut pas le déranger en ce moment. Les officiers sont en conférence. » Et ce fut au tour de Lady Bramson de froncer les sourcils, de perdre un peu de son assurance. « Quelle conférence ?»« Je ne sais pas, milady. L'état-major vient d'être convoqué à l'instant. » Quand les deux femmes restèrent seules, elles semblaient aussi embarrassées l'une que l'autre. « Avouez, mademoiselle Doche. »« Avouez quoi ? Que vous avez cru m'impressionner en rédigeant ce faux télégramme et en vous le faisant porter par un steward. » Mademoiselle Doche se contenta de répliquer âprement « Avouez que les bijoux n'ont jamais été à bord. »« Vraiment ? Et c'est pour vous venger de l'infidélité de votre amant que vous avez inventé cette histoire. »« Moritin n'est pas mon amant. »« Tant pis. Je me demande si je vais porter plainte ou si... Au fait, où vouliez-vous en venir avec votre chantage ? » ?»« À vous faire avouer la vérité. »« Vous en êtes sûr ? Vous ne croyez pas que vous auriez exigé autre chose ? Une assez forte somme, par exemple, qui eût constitué votre dot ? Répondez, mademoiselle Doche. » À ce moment, on entendit des pas dans la coursive, des cris de femmes, tout un vacarme inaccoutumé. Geneviève et Lady Bramson tendirent l'oreille, puis l'anglaise entr'ouvrit la porte pour mieux entendre. « C'est chez madame Cosmos, » dit-elle, surprise. « Que peut-il bien se passer ?» La Grâce Levantine, en tout cas, poussait de véritables glapissements, tandis que 3 ou 4 hommes avaient envahi sa cabine. « C'est un abus de pouvoir. Je protesterai auprès de mon consul. Vous n'avez pas le droit, sans mandat. »« Que peut-il bien se passer ?» répéta Lady Bramson. « Pourquoi s'acharne-t-on sur cette femme qui n'a certainement rien fait ?» Elle était ahurie. Et, le plus étrange, c'est que mademoiselle Doche, aussi sidérée qu'elle, cherchait vainement à comprendre. Lorsque la Queen, à certains moments, voulut sortir de sa cabine, le second officier, qui semblait être en faction, lui dit avec une respectueuse fermeté « Un instant, milady, personne ne doit circuler en ce moment. » « Que se passe-t-il ? Le commandant vient de recevoir un câble officiel de Tahiti. »« De Tahiti ?» Lady Bramson referma brusquement sa porte, regarda la jeune fille avec rage. « Qu'avez-vous donc manigancé ?» s'écria-t-elle au comble de la colère. « Je ne sais rien de plus que vous. Vous avez vraiment reçu des renseignements de Tahiti. »« Oui, j'avais câblé à un ami, qui est secrétaire du gouverneur, pour lui demander quelques détails sur votre vie là-bas.
Qu'a-t-il répondu? Il m'a parlé du Lafayette et du Moïna, deux boîtes de nuit qui sont, paraît-il, célèbres dans le monde entier. C'est tout? Il me promettait d'autres détails. Et sans attendre, vous avez inventé votre second câble. C'est cela, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher. Des coups pressés à la porte. Le commandant, rouge comme la crête d'un coq, haletant, tenait à la main un gros paquet de coton hydrophile. Milady, est-ce que vous reconnaissez ces pierres que... Et, du centre du paquet, il extrayait des pierres rouges et vertes. Que signifie cela? Questionnait cependant la Queen sans se démonter. Je ne sais pas, je vous jure, milady, que je n'y suis pour rien. Il y a quelques instants, nous avons reçu un message officiel de Tahiti, un message que je n'ai pas compris tout de suite, un message disant... Il préféra tirer de sa poche un bout de papier bleuâtre et le tendre à la Queen. Lisez. Il paraît que c'est une passagère qui a alerté les autorités françaises, j'ignorais tout, et il est évident que si Milady veut... Le câble disait « Ratua, chauffeur et musicien à Tahiti, longuement questionné, a avoué avoir volé bijoux contenus dans aumônière Lady Bramson et les avoir revendus le lendemain matin à passagère du Gordon. Stop. Signalement passagère, grosse dame, certain âge, cheveux très bruns, stop. 10 000 francs ont été saisis chez Ratua, moins 500 francs déjà dépensés. Un quart d'heure plus tard, tout le monde était réuni au salon, sauf Madame Cosmos qui avait eu une crise de nerfs et que le médecin du bord soignait dans sa cabine. Lady Bramson, très pâle, se levait avec solennité et récitait d'une voix blanche, tandis que le capitaine Will la fixait dans les yeux, comme pour la forcer d'aller jusqu'au bout. « Mesdames, messieurs, il faut que je m'excuse de l'embarras que je vous ai causé par mon étourderie. En ouvrant mon aumônière, hier matin, j'ai constaté que mes bijoux avaient disparu. J'ai donc cru tout naturellement qu'ils venaient d'être volés, et je n'ai pas pensé que je n'avais plus ouvert mon aumônière depuis Tahiti. Encore une fois, je vous demande pardon. Je vous demande aussi de ne pas ébruiter cette déplaisante histoire. Afin d'en effacer le souvenir, le capitaine Will et moi vous convions à boire le champagne tous ensemble. Le champagne était déjà prêt. À votre santé, commandant. À la vôtre, monsieur Teruel. À la vôtre, mademoiselle Doche. À votre santé, monsieur Moritin. Et, prête à s'évanouir, elle s'efforçait de sourire du bout des dents. Il est évident que madame Cosmos était de bonne foi en achetant ses bijoux à un indigène et qu'elle ne peut être inquiétée. « Je n'y comprends plus rien, » soupirait Albert, accoudé au bastingage dans un rayon de lune. « Ce qui prouve que vous ne feriez ni un bon voleur, ni un bon détective. Quand j'ai compris le tempérament de Lady Bramson, j'ai entrevu aussitôt la vérité. Encore que jeune fille, je connais la réputation de Tahiti et tout ce qui se raconte sur la beauté des indigènes. Lady Bramson a voulu y goûter. Elle y a laissé ses bijoux et elle aurait été bien en peine d'avouer à son mari dans quelles circonstances il lui avait été volé. Lui pardonner des amants passe encore, mais une aventure avec un homme de couleur... Si vous connaissez la mentalité anglaise, vous devez comprendre que les Bramson étaient rayés à jamais de la société. Elle a préféré attendre, simuler le vol à bord, quelques jours plus tard. Et sans doute n'était-elle pas fâchée, en nous laissant soupçonner l'un et l'autre, de vous faire payer la façon un peu cavalière dont vous l'aviez traité après avoir reçu ses faveurs. Mademoiselle Doche sourit, posa sa main sur l'épaule de son compagnon. Ce qui prouve, mon pauvre Albert, qu'il est parfois dangereux de... Compris. De quoi? De tromper sa fiancée ou sa femme. Je sors d'en prendre. Merci. Quant à madame Cosmos, elle ne savait certainement pas, en achetant les pierres non montées, d'où elles provenaient. Elle n'a vu que la bonne affaire. Mais quand on a parlé des bijoux de Lady Bramson, elle a compris. Elle a même eu tort, en parlant trop, de me décrire ces bijoux qu'elle ne pouvait pas avoir vus à bord. Elle était tellement sûre qu'on ne les découvrirait pas dans l'ingénieuse cachette qu'elle avait imaginée. Geneviève. Quoi? Dans 2 jours, nous arriverons aux antipodes. Nous allons entrer dans une autre moitié de la Terre. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je voudrais qu'une fois là, nous oublions pour toujours ce qui s'est passé dans cette moitié-ci. Il ne la vit pas sourire dans l'obscurité, mais il sentit ses lèvres sur les siennes, et il l'entendit qui disait « Même ça, grand nigaud ?» Ce fut l'unique enquête de mademoiselle Doche.